vous souhaite la bienvenue sur Mettez-vous sur le dos, le podcast santé où j'ai un invité qui vient sur mon canapé pour parler anecdotes de vie, pour parler information santé, le tout en jouant à un jeu vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas un professionnel de santé, c'est pas un kiné, c'est pas un podologue, c'est un de mes patients. C'est un patient qui est particulier pour moi parce qu'il m'a beaucoup inspiré et je parle énormément de lui auprès des autres patients pour donner un exemple. Donc je vous laisse accueillir Alexandre. Salut. Merci. À toi. Merci Diogo, salut. Merci à toi d'avoir accepté avec plaisir cette invitation. Franchement, c'était trop cool. Bah, comme je l'ai dit en introduction, donc tu es une personne qui m'a beaucoup inspiré. Ton histoire fait parler de toi. Je parle beaucoup de toi auprès de mes patients et tout ça, mais moi je te connais. Les gens ne te connaissent pas. Donc on commence toujours par une petite présentation. Je te laisse regarder la caméra là-bas. Ok. Pour viser. Salut les gens. Je suis Alexandre, Diogo vient de me présenter. Et finalement, je suis quand même un professionnel de santé parce que je suis anesthésiste. C'est vrai. Mine de rien. Là, je suis vraiment le patient et le patient de Diogo en l'occurrence. Donc j'ai 49 ans. J'ai eu 49 ans là, il y a quelques jours. Et on parlera un peu plus de ce qui m'a fait connaître Diogo et de comment on en est venu à travailler ensemble. Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis papa d'une petite fille de 9 ans, Louise, que tu connais aussi. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire en présentation finalement ? Parle un petit peu de ton métier. Oui, tu es professionnel de santé, donc tu fais partie de notre groupe, notre petit groupe restreint de professionnels de santé. Exactement, même si, petite particularité, finalement, moi j'ai travaillé à Gustave Roussy, donc le centre de lutte contre le cancer, pendant 10 ans. Donc j'ai fait mon internat de médecine à Paris et j'ai embrayé directement... Une fois passé ma thèse à Gustave Roussy, 10 ans dans cet endroit incroyable. Et depuis que j'ai quitté il y a presque 8 ans, et depuis presque 8 ans, je travaille dans une société qui fait des robots chirurgicaux. D'accord. Intuitive Surgical, je ne fais pas de pub, mais c'est juste pour situer. En fait, cette expérience de bloc opératoire que j'ai fini par acquérir dans mon ancienne position me sert à tous les jours à aider les équipes au bloc qui ont un robot à mieux s'en servir. D'accord. Voilà un peu mon job au quotidien dans cette boîte. C'est hyper sympa. Et le terrain en bloc opératoire ne te manque pas dans ton quotidien ? Si. Quand même. Tu sais, tu as bossé pendant 10 ans dans une équipe soudée avec une ambiance très particulière. Tu sais, ces ambiances des centres de lutte contre le cancer, avec un service rendu, un objectif, une forme de mission. Tu vois, je ne veux pas rendre le truc plus romantique qu'il ne l'est, parce que ça a aussi des côtés parfois difficiles, évidemment. Mais ce n'est pas un truc que tu quitte le cœur léger, tu vois. Ouais, normal. Mais il y a des moments, tu fais des choix de vie. On en reparlera si ça t'intéresse. Mais ces choix de vie se sont un peu imposés pour le meilleur, mais c'est pas pour ça que ça me manque pas. D'accord. C'est le contact patient, le contact des équipes. C'est énorme. Et c'est toi qui as cherché à sortir et aller vers vraiment l'investigation sur le robot pour la chirurgie, ou on est venu te chercher ? C'est un peu des deux. J'avais déjà dans l'idée d'essayer de faire profiter de cette expérience à un autre domaine. Tu vois, il y a un petit challenge perso aussi de me dire qu'est-ce que je suis capable de faire hors de mon métier. Est-ce que je suis capable de le faire et quoi ? D'accord. Donc c'était un peu déjà dans ma tête. Mais incidemment, la personne qui a installé le robot chez nous, on a fini par sympathiser beaucoup avec lui. C'est quelqu'un de très intelligent, de très bien, avec qui je travaille encore. Et il m'a dit, tiens, écoute, il y a cette position qui s'ouvre dans notre compagnie, je me demande si tu ne serais pas un bon match. Et ce n'est pas des décisions qu'on prend seul, donc j'en ai parlé à Stéphanie, c'est des changements de vie. Bien sûr. Elle m'a dit, écoute, au pire, tu es anesthésiste, tu risques quoi ? Je signe, j'y vais, et depuis, j'y suis toujours. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Presque 8 ans. Ça fera 8 ans en mars l'année prochaine. Tu sens que c'est passé vite, c'est 8 ans ou pas ? Mais comme une bombe, quoi. C'était incroyable. Tu as eu toute une période d'adaptation. Je suis parti aux États-Unis me former. Bon, maintenant, c'est en Europe, donc c'était une des dernières promos de notre entreprise de se former là-bas. C'est un truc de dingue. C'est un mois dans une autre culture, un autre environnement, apprendre ce que c'est une compagnie privée avec des objectifs. C'est pas une entreprise philanthropique non plus, quoi. C'est du business. Moi, je suis médecin, le business, c'est inconnu pour moi. C'est vrai. Donc c'est, tu vois, un grand bassin avec des glaçons, plouf, dedans. Ça n'a pas été simple tout le temps, mais finalement, tu te remets un peu en question, tu t'adaptes, et puis c'est un business propre. Donc, Puis mine de rien, tu fais 2 carrières en une. C'est-à-dire que tu t'es lancé comme anesthésiste, et là, tu continues dans ce même domaine, mais à un travail différent, à une échelle différente. Mine de rien, tu travailles quand même sur le long terme, parce que
ce robot, plus tu vas travailler dessus, plus il va s'améliorer et dans 10 ans, on parlera peut-être de toi, quoi. Parler surtout des équipes qui l'utilisent, c'est parce que c'est ça mon but, c'est que les équipes qui l'utilisent le mieux possible au bénéfice du plus possible de patients. Ouais. Moi, au fond, je suis très content de m'effacer derrière, tu vois, le succès des équipes. Donc oui, tu as raison, au fond, il y a une passerelle évidente entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. C'est dans la continuité et c'est ça aussi qui a quand même facilité l'immersion dans ce nouveau monde. D'accord. Ça aurait été complètement différent, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur, mais là, c'est des équipes, finalement, ça aurait pu être la mienne. D'ailleurs, moi, je n'ai pas travaillé dans mon propre hôpital, dans mon ancien hôpital. Tu as travaillé où, du coup? J'ai fait, par exemple, à l'Interco à Créteil, à la PHP, partout, mais à Gustave Roussy, il y a 2 robots. Je n'ai pas travaillé avec eux pour ce volet d'amélioration des équipes, si tu veux, parce que c'est les gens que je connais, je voulais être tu voulais être complètement objectif. Donc, ce sont des collègues qui sont occupés du centre. Mais oui, les robots, il y en a de plus en plus pour le bénéfice des patients. C'est une technologie dans laquelle je crois et qui montre son efficacité. Donc, je suis très content. C'était vraiment le bon moment pour embarquer, tu vois. Parle-nous un petit peu de ce robot. Ouais. En quoi il consiste pour aider justement les équipes? C'est une bonne question que tu poses là parce que, en plus, dans beaucoup de situations que je peux croiser, quand on parle aux patients, quand les équipes parlent aux patients, tu te rends compte qu'ils voient le robot pour la première fois et le grand public s'imagine des choses. C'est normal, hein. Donc, c'est pas un robot autonome, c'est un télémanipulateur. En gros, tu as des bras qui sont manipulés par un chirurgien. Donc, les bras sont avec les instruments et la caméra sur le patient. C'est comme une cœlioscopie améliorée. Le chirurgien, à la différence de la cœlioscopie classique, est à distance dans une console 3D. C'est une espèce de très gros casque de VR, quoi. Où il manipule les instruments dont les mouvements sont répercutés par les bras du robot dans les patients. C'est ça, grosso modo, le principe. C'est le chirurgien qui est décisionnaire, c'est le chirurgien qui opère. C'est une aide, si tu veux, c'est vraiment une cœlioscopie très améliorée qui va au-delà de ce que peut faire la cœlioscopie classique. Et du coup, c'est hyper précis, j'imagine. Très. Tous les gestes vraiment minutieux. La vision est meilleure, le geste est meilleur. La communication est différente avec son équipe, mais au fond, le chirurgien, lui, il est installé plus confortablement et ça compte aussi dans sa durabilité, dans la capacité qu'il a à faire des interventions difficiles sans avoir trop de crispation, des choses comme ça. Et les équipes, donc, autour sont... C'est pas parce que tu as le robot et le chirurgien qui peuvent tout faire tout seul. Je te dis, le robot, il n'est pas autonome. Il y a quand même besoin des infirmières, il y a quand même besoin des anesthésistes parce que le patient est sous anesthésie générale et ainsi de suite. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui font fonctionner le robot, pas que le chirurgien. Et mon but à moi est de faire en sorte qu'ils mettent le plus possible de bonnes pratiques en application pour faire le plus possible d'interventions avec ce robot en baissant aussi les coûts parce que ça a un coût tout ça. Bien sûr. Donc en gros, l'avantage d'avoir ce robot, c'est de permettre au chirurgien d'avoir une meilleure position, du coup qu'il n'y a pas mal au dos sur des grosses interventions. Est-ce que c'est plus précis qu'un chirurgien tout seul? C'est plus précis. Alors, ça reste un geste chirurgical par un chirurgien dans une console. Le geste est reproduit par le robot. Par contre, il y a tout un tas de filtres. C'est un peu comme si tu avais des commandes électriques dans un avion. Tu as plus de contact direct, physique, entre le chirurgien et là où il opère. Il y a toute une série de systèmes informatiques entre les deux. Donc, ça filtre les tremblements, par exemple. Il y a des dispositifs qui vont permettre bientôt, c'est là d'ailleurs, de pouvoir, pour les chirurgiens qui sont en train d'apprendre la technique, de pouvoir mimer leurs gestes pour ressembler à celui d'un expert. Tu vois, c'est là où ça va devenir plus précis. C'est des aides aussi à la pédagogie. Les mecs vont devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus vite. Et ça, c'est fou. C'est limite comme s'il y a un joueur de jeux vidéo qui s'entraîne sur chirurgien simulator là, et qui est hyper précis et au final il peut être... Tu sais, ça a brouillé un peu la frontière entre le réel et le virtuel. C'est pas du gaming chirurgical, mais on peut voir quand même l'apport de tout ça. Parce qu'il y a des objectifs, t'as pas un boss de fin de niveau. Hein. Quoique c'est ton intervention complète. C'est quand même la quête principale, c'est de sauver le patient. Ouais, et d'avoir ton intervention complète. Donc tu peux commencer par des petites épreuves. Tu sais, t'es là, je sais pas, dans un jeu, t'as des petites épreuves, des petites quêtes faciles. Et ça devient de plus en plus compliqué. T'ajoutes les trucs que tu gagnes finalement. T'as le droit, dans notre processus de formation... T'as des niveaux, tu dois avoir 90%, enfin t'as des niveaux. Et tu vas au-delà à chaque fois, tu complexifies les choses et au bout du compte, t'as ton intervention virtuelle complète à faire.
avant d'aller sur le patient. C'est fou. Ouais. C'est vraiment la nouvelle technologie au service de la santé, quoi. Exactement. Ce que j'ai tout le temps sur ma page Instagram. Et là, c'était en plein dedans. Bah ouais. Et c'est pour toutes les interventions, vraiment les plus touchy? Avant, c'était beaucoup réservé, entre guillemets, à des grosses chirurgies, tu vois, la chirurgie de cancer, tout ce comme ça. En pour pratique, le cœur, tout ça. Le cœur, historiquement, le robot a été fait pour les chirurgiens cardiaques. Et finalement, les chirurgiens cardiaques ne sont pas trop sérieux. C'est les urologues qui ont récupéré le truc et qui l'ont beaucoup développé. Mais on voudrait que finalement, les chirurgiens s'en servent pour le plus possible d'intervention. Mais ça reste, tu vois, thorax, abdomen, pelvis, pour le moment. Et ORL aussi. D'accord. Mais pour le plus d'interventions possible, même des choses où il y a 10 ans, on se dirait non, mais ça sert à rien. En fait, si, ça a un bénéfice pour beaucoup plus de choses que ce qu'on croyait. Ok. Ça commence vraiment à être montré dans la littérature scientifique, tu vois. Ok, je vois, ouais. Bon, il est temps de manger. Allez. Je pense que ton ventre est en train de gargouiller. Ouais, j'ai faim là. Ouais, c'est parti, je vais te chercher ça. Allez. Donc, comme je fais à chaque fois, tchouk. Ce soir, on va manger vietnamien. Je crois que le dernier, en plus, c'était un vietnamien aussi. Ouais. Et je te propose un petit boboon. Ah, mais ça me va très bien, ça. Voilà, ta petite sauce gnoc mam. Merci. Alors, il y a un petit jeu, je pense que tu l'as vu, parce que tu as vu les épisodes précédents. Oui. Un petit jeu sur qui prend la bouteille d'eau gazeuse. Et donc, c'est Shifumi. Ok. En une fois. Bon. T'es prêt? Ouais. Shifumi. Bon. Shifumi. Allez! Je sais jamais qui gagne, là. C'est la feuille qui gagne? Bah, la feuille sur la pierre. Ouais, allez. La feuille recouvre la pierre casse le ciseau coupe la feuille. Ok. Hop. Mais t'inquiète, ça je va. suis invaincu pour le moment. C'est fait quoi? C'est le 5e, 6e, 7e épisode. Et à la tienne, ça se fait pas à l'eau. À la tienne, mais ça, on s'en Allez. fout. Et donc, on va revenir aussi, parce que du coup, tu es mon patient. Et du coup, on va apprendre de pourquoi tu es venu me voir pour la première fois. Ouais. Alors, je me rappelle plus du tout. Merci. La maladie exacte. Ah, mais t'inquiète pas. Hein. La pathologie que tu as vraiment exactement. Je sais que tu venais justement pour de la recondition physique. Ouais. Et ça s'est après profilé vers du coaching sportif. Tu m'as demandé de devenir ton coach sportif et que je te suive en fait de manière hebdomadaire. Et c'est là où je t'ai proposé que tu viennes une séance par semaine d'1 heure au cabinet et que je te fasse un plan d'exercice en fait, comme un coach sportif, donc de manière hebdomadaire et pour vraiment faire de la recondition physique. Donc peux-tu expliquer un petit peu à tout le monde ta maladie, qui est une maladie rare finalement, tu m'avais raconté. Oui. Elle n'avait pas un nom comme Servon ou... Non ? Syndrome néphrotique idiopathique. Ok, d'accord. SNI. Et ça signifie quoi ? Pour faire court, c'est une maladie auto-immune qui attaque les reins, donc c'est syndrome néphrotique, c'est en rapport avec les reins. Idiopathique, pour dire qu'on ne connaît pas bien le mécanisme, on ne connaît pas la cause. Donc c'est une maladie très rare, on doit être une centaine de nouveaux cas par an maxi. D'accord. Et qui se manifeste parfois suite à des infections virales. Ça aurait pu être n'importe quoi. A priori, c'était le Covid, là, mais ça n'a rien à voir avec le Covid en lui-même. Donc déjà, j'étais fatigué. Ça, c'est après le Covid. Ouais. Du coup, tu as commencé à avoir ce syndrome. Ouais. D'accord. J'étais déjà bien crevé parce que le Covid, ça peut crever un peu, quoi, comme la grippe. Et puis, je me suis retrouvé à avoir gonflé, à avoir pris 12 kilos d'œdème, à avoir une énorme fatigue, des tas de perturbations biologiques. Ni une ni deux à Tenon, en néphrologie, où j'étais très bien suivi. C'est un centre expert. D'accord. Les mecs, ils connaissent. Hein. Donc, le diagnostic est fait et je me retrouve avec ce diagnostic qui, au fond, est le moins pire parce que tu as des tas de situations un peu similaires qui peuvent être associées à des diagnostics plus graves, tu vois. Donc, déjà que c'est stressant, si en plus tu dis j'ai une hépatite, un cancer, un machin. Bon, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même. Donc, soulagé, là, on met en place le traitement. On va venir à pourquoi je suis venu te voir, justement, avec le traitement. Bien sûr. Déjà, la maladie fatigue, et en plus, le traitement, c'est corticoïdes. Et les corticoïdes, c'est plein d'effets secondaires. C'est très bon médicament, ça a très bien fonctionné. Très, très bon, hein, vraiment. Je me rappelle que tu étais vraiment sous corticoïdes dès le début et que tu baissais vraiment tous les 2 mois, je crois. Tu baissais la dose. J'ai eu un traitement d'attaque pendant 2 mois, et ensuite, c'était décroissance progressive toutes les semaines. Toutes les semaines. Ok. Mais
problème des corticoïdes, c'est que ça peut engendrer une baisse de force, atteinte musculaire et tout. Ouais, c'était pour ça aussi que tu me disais que tu étais très fatigué, que tu n'avais plus de force. Ouais. Et du coup, c'était un peu de la recondition physique qu'on avait comme traitement finalement. Oui, parce qu'au fond, il n'y aura pas de médicament pour lutter contre ça. Le vrai médicament, c'est ce que tu as fait, c'est-à-dire stimuler les muscles pour diminuer, entre autres choses, tu as un catabolisme musculaire. En gros, tu as une fonte musculaire et la diminution de force directe. Tu vois. D'accord. Donc, je suis arrivé là, je pesais même pas 50 kilos. J'ai jamais été épais, hein, mais j'étais vraiment... j'étais cuit, quoi. Et donc là, tu fais le bilan et puis on se lance dans quelque chose de progressivement plus en plus... c'est pas de plus en plus difficile, parce que c'était difficile quoi qu'il arrive, mais plus en plus adapté au fait que je récupérais petit à petit de la force parce que tu as fait. Exactement. Ça a super bien marché. Mais ça, après, on va y venir un peu en détail et un peu la progression qu'on a pu faire. Mais ce syndrome, ça se passe une fois, tu peux avoir des rechutes, comment ça se passe? Est-ce que, ok, c'est idiopathique, on ne connaît pas la cause. Mais est-ce qu'on connaît un petit peu les conséquences et ce qui peut arriver sur la suite? Oui. On connaît plutôt pas mal, bien que ce ne soit pas une maladie fréquente. Donc, tu as, dans un certain nombre de situations, des récidives. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais dire si ça récidive ou non. Donc là, moi, j'ai eu une récidive directe après le diagnostic initial, donc ça compte dans le même tableau, on va dire. Ça fait 18 mois que tout va bien, j'ai plus de corticoïdes, plus rien, mais il n'est pas écrit que ça ne revienne pas. Ok. Donc, l'intérêt aussi d'être plus fort, c'est de mieux tolérer une récidive, un traitement, et après ça rentrera dans l'ordre, mais ça sera beaucoup mieux toléré. Ouais. D'accord. C'est bon. C'est pas mal, hein. C'est le resto à côté, Harmonie du goût. Donc ouais, j'aime bien manger un peu viette. Je trouve que c'est des bonnes saveurs. C'est varié. Ouais, puis au fond, c'est relativement diététique, quoi. T'as tes légumes, un peu de protéines. Ça. Les protéines qui sont des bouffées de corticoïdes. Ah bah oui. Hein. Putain, mais t'imagines pas ce que j'ai mangé, ça ouvre l'appétit. En plus, mais une quantité. Est-ce que c'est pour ça justement que ceux qui sont sous corticoïdes, ils ont peur de grossir parce que ça ouvre l'appétit? Ou vraiment le corticoïde en soi fait que ça fait une prise de poids? Ça fait une prise de poids par plusieurs mécanismes. Un des mécanismes, si tu fais pas gaffe, c'est la rétention, on dit la rétention hydrosodée, la rétention d'eau. Ok. Parce que ça fait gonfler aussi. Si tu fais pas gaffe, si tu bouffes trop de sel, tu gonfles. Mais après, ça ouvre l'appétit, il ne faut pas manger non plus n'importe quoi, parce que là aussi, tu peux vite grossir. C'est pas le but. Ça perturbe les taux de sucre, ça perturbe un paquet de trucs, quoi. Très bon médicament, mais comme tous les bons médicaments, il y a des effets, quoi. Il faut gérer. Est-ce que toi, tu es pour à 100% de traiter avec des médicaments, ou il y a certaines situations dans lesquelles tu ne conseilles pas de prendre des médicaments? J'ai une vision très simple. Ce qui a prouvé son efficacité doit être utilisé. Médicament ou pas médicament. Il se trouve que, qu'on le veuille ou non, dans une majorité des pathologies, il y a beaucoup de pathologies, il y a des médicaments qui ont prouvé leur efficacité, il faut les utiliser. Les antibiotiques, dans les bonnes indications, on s'en passe pas. Moi, en plus, en anesthésie réa, t'imagines que... Imagine... En anesthésie, les trucs, t'as pas besoin de prouver qu'ils font dormir, il faut les utiliser pour faire une anesthésie générale. T'as des médicaments pour lesquels il faut faire des études plus poussées pour montrer une efficacité par rapport aux médicaments de référence et tout. Donc moi, ma réflexion, elle est très simple. Utilisons ce qui fonctionne. Maintenant, on peut associer les choses. Les thérapies dites douces ou choses comme ça, c'est un très bon complément parfois à des traitements médicamenteux. Hein. Regarde, en anesthésie, on fait... Il y a des points d'acupuncture utilisés pour les nausées, vomissements post-opératoires. Désolé, le détail n'est pas très sexy, mais par exemple, ou l'hypnose marche très bien en complément. D'accord. Des tas de trucs en complément. C'est des questions un peu délicates. Et moi, je dis, ma vision, elle est très simple. C'est pas une vision d'un mec qui dit les médicaments, il en faut tout le temps, ça marche tout le temps. Ce qu'il
fonctionne doit être utilisé. Et ce qui fonctionne, c'est souvent des médicaments. Du coup, là, moi, je te prends l'exemple de t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Ça fait de l'effet. Mais est-ce que, et je te pose la question parce que moi, je le dis souvent aux patients, il ne faut pas en abuser parce que le corps, il va s'habituer et à un moment donné, ça ne fera plus rien. Est-ce que, justement, si à chaque fois que tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane à chaque fois, est-ce que ton corps, il va vraiment s'y habituer et après, il t'en faudra plus que 1000, le 1000 là, qu'on peut prendre de Doliprane? Ou est-ce que ça sera toujours le même effet? Non, il y aura pas. C'est pas comme les problèmes d'accoutumance où pour avoir un effet, tu es obligé de monter les doses. Avec le Doliprane, il n'y en a pas. Mais en revanche, là où c'est plus intéressant, est-ce que tu as vraiment besoin, est-ce que tu as mal au point de prendre un Doliprane? Première question. Deuxièmement, si ça revient comme ça régulièrement, est-ce qu'il n'y a pas une cause? Par exemple, un truc qui ferait aller chez le kiné. Des trucs de cervical ou j'en sais rien, un bilan ou autre chose, hein, j'en sais rien. Les lunettes. Les lunettes, la vue, ouais. exactement. Donc, ça arrivait justement à mon beau-père qui avait des mal de crâne pendant un moment. Il a changé de lunettes, pouf, plus rien. Parce que c'était en fait mal réglé à sa vue. Dans le cas que tu évoques, ce sera un traitement juste symptomatique et ça va pas régler ça va pas régler tes verres de lunettes, quoi. Ok, tu n'auras pas mal à la tête, mais ça ne va pas régler le problème de fond. Donc là, c'est pareil, tu vois, il faut se poser la question, si on a vraiment un symptôme qui est récurrent et qui est gênant, d'aller trouver une cause. Genre, c'est un peu comme le mal de dos, aller le traiter avec du massage seulement. Ça fera du bien sur le moment, mais ça reviendra à chaque fois. Tant que tu n'as pas investigué un peu, et donc tu n'as pas mis en place les mesures, il faut remuscler tout ça, travailler sur ta posture et tout, quoi. Ce que tu fais. Ce sur quoi nous, en médecine, on n'est pas formés du tout, hein, soit dit en passant. Tu vois ? Mais j'ai beaucoup entendu cette phrase de le Doliprane, c'est le médicament le plus dangereux qui existe sur le marché, et pourtant, tout le monde en prend. C'est parce que tout le monde en prend et peut en prendre n'importe comment qu'il est dangereux. Ok. C'est bien écrit partout sur les boîtes maintenant, en plus. Hein. T'as remarqué ? J'ai pas remarqué. Boîte, ne pas dépasser le... Regarde après. En vrai, j'en prends tellement pas. Moi, pour le coup, quand j'ai mal à la tête, je sais déjà c'est quoi la cause, c'est toujours la fatigue. Soit je suis fatigué, soit la veille je suis sorti, j'ai bu un peu, et j'ai pas beaucoup bien dormi, ou j'ai pas arrêté toute la journée, et le soir je suis vraiment éclaté. Là, je vais commencer à avoir mal à la tête. Et je vais vraiment prendre un Doliprane quand je sais que derrière, je vais faire quelque chose, soit un dîner, soit sortir avec des copains, et que j'ai besoin d'être à fond, que j'ai pas le temps de me faire une sieste. Et à partir du moment où je peux faire au moins une sieste, je vais essayer de la faire et mon mal de crâne il va passer tout de suite. Et je le sais tout de suite que c'est la fatigue. Attends. Je dis pas qu'il faut pas prendre de Doliprane du tout. Hein. C'est pas ça du tout mon propos. Mon propos est de dire que tous les médicaments ont des effets secondaires. Je l'ai déjà dit. Il faut juste tenir compte de cette réalité. Le Doliprane c'est très bien, mais pris n'importe comment, c'est-à-dire en trop grosse dose, bien sûr, ça bousille le foie. Au final, c'est un peu comme pour tout. Hein. Tous les médicaments ont ça. Hein. Ouais, je veux dire, même tous les aliments. Tu manges beaucoup de viande rouge, à un moment donné, tu vas souffrir, quoi. Ton ventre, il va te dire merde. Là, le truc il va être plus immédiat qu'avec la viande. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Surtout sur la liste de transplantation hépatique. Mais c'est ça. Donc, c'est écrit partout. Faire attention, il faut le prendre pas n'importe comment. Enfin, c'est des règles de bon sens, mais de temps en temps, tu te rends compte que le bon sens, parfois, il faut le répéter. Il y en a, ils n'ont vraiment pas de bon sens pour le coup. Ouais. Et donc, vis-à-vis de la maladie que tu as, oui. Du coup, il y a quand même des bureaux de recherche qui essaient de trouver une cause à ça. C'est un sujet qui passionne aux amis néphrologues à Tenon et à Mont-d'Or d'ailleurs. Et le médecin qui m'a suivi, qui est un homme remarquable, je ne veux pas donner son nom là, mais qui est vraiment qui est un type super. Tu sentais que comme c'est une maladie rare, ça le stimulait intellectuellement et tout, c'est marrant. Mais comme c'est une maladie rare, t'as pas forcément beaucoup de recherches autres que celles des centres de néphrologie experts, donc il n'aurait pas développé de médicaments spécifiques, si tu veux. Ouais. À la limite, là, c'est pas trop grave, parce que tu as des médicaments qui existent déjà, qui fonctionnent bien. Mais pour d'autres types de maladies auto-immunes, c'est très bien que les labos, ils vont pas forcément dédier
les ressources parce que derrière, il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés. Et dans les symptômes que tu as pu avoir, tu as eu beaucoup d'œdème, tu as eu une fonte musculaire totale. Est-ce que ça pourrait être plus grave que ça? Genre les rechutes pourraient te faire dysfonctionner tes reins? Oui, s'il y a des rechutes successives qu'on n'arrive pas à traiter, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est donc cette histoire-là. Les maladies auto-immunes, c'est le corps qui s'attaque lui-même, pour faire court. Là, ça attaque les reins. Et ça fait comme des trous dans certaines zones des reins qui laissent passer les protéines. On n'est pas censé uriner des protéines. Et à la longue, ça, c'est pas bon pour le rein. C'est pour ça que c'est important de le traiter. Outre ça, il y a des complications immédiates qui auraient pu être très, très graves, auxquelles j'ai échappé, heureusement. Les dénutritions et les fontes musculaires, c'est surtout quand tu as des syndromes néphrotiques très, très, très prolongés, tu perds toutes tes protéines. Tu as plus de sortie de protéines que d'entrée, quoi. Dénutrition. Mais c'était pas mon cas. Là, j'avais une altération d'état général parce que j'ai eu le Covid, les corticoïdes et tout. Non, mais tu vois, finalement, pathologie, on va en reparler après, mais t'es malade, t'es pas bien, t'es dans un lit, soit à l'hôpital, soit à la maison. T'as deux manières de voir les choses, finalement. Tu dis, putain, je suis malade, j'arrive à rien, c'est la déprime et tout. Ok, sur le moment, t'as le droit. Bien sûr, c'est humain. Alors là, mais oui, je blâmerais personne d'être dans un état d'anxiété, de déprime, voire de dépression, parce qu'on a un diagnostic grave. C'est normal. Ouais. Mais à un moment, il faut réagir. Et c'est aussi parce que j'avais envie de réagir, mais c'est Claire, en fait, qui m'a envoyé vers toi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'est Claire qui m'a envoyé. Ouais. Parce que tu es allé la voir une première fois. Oui. En ostéo. En ostéo. Et elle m'a dit, allez voir Diogo, vous allez voir, il est... Elle m'a dit, ok. Je vais s'ouvrir. Et c'est vrai. Et c'est là où tu dis, écoute, de toute façon, la réathlétisation, puisque c'est comme ça qu'elle avait appelé les choses, Claire, c'était essentiel parce que les simples trucs du quotidien, j'arrivais même pas à les faire. On ne parle même pas de coaching et d'améliorer sa condition physique et faire du sport. Là, on parle juste de trucs de tous les jours. Ouais, de recondition vraiment physique pour que tu puisses reprendre une vie normale. Imagine, je me rappelle qu'au début, c'était difficile. Mais oui, j'allais au marché à côté, là, et tu sais, c'est assez stéréotypé. Quand tu vas au marché, tu prends un peu toujours les mêmes trucs, toujours le même chemin et tout. Mais c'était impossible à faire. Je rentrais, c'était lourd, j'étais crevé. Ouais, je m'en souviens. Et vraiment, nos séances, au début, c'était du pipi de chat, comparé à aujourd'hui, ce que je te fais faire. Et pour le coup, ouais, je te fais douiller, je t'emmène dans tes retranchements, mais franchement, ça porte ses fruits. Mais il faut, Mais de toute façon, toute cette partie progression et comment ça s'est passé, et où on en est aujourd'hui, j'ai envie de le garder pour la partie d'après. Okay. Mais moi, j'aimerais vraiment revenir sur... on t'en a jamais parlé, justement, qu'il faudrait faire de la recondition physique à l'hôpital? Alors, si, en particulier dans le monde de l'anesthésie réelle, de la chirurgie en général. Ok. Il y a, depuis quelques années maintenant, la prise de conscience que quand tu es opéré, déjà, c'est un peu comme si tu allais faire une compétition, donc il faut te préparer. Ils appellent ça la préhabilitation. Et puis, tu as la réhabilitation post-opératoire. Donc, quand tu associes les deux, tu te remets plus vite. Ouais. C'est toute proportion gardée comme un entraînement sportif. Donc, tu bouffes mieux, tu bouges, tu t'arrêtes de fumer, tu fais tout pour être en bon état pour la chirurgie qui est ton épreuve olympique, si tu veux. Exactement. Et après ton épreuve, tu te remets. Et là, c'est pareil. C'est te faire bouger le plus vite possible, te faire manger le plus vite possible, te stimuler même intellectuellement. Tout ça, c'est combiné. Ouais. Te remettre dans un environnement, c'est le but aussi de la chirurgie ambulatoire, c'est pas que de libérer des lits. On est mieux quand on peut être à la maison, dans son environnement. Pour les patients âgés, par exemple, c'est très bien. Donc, tu as toute cette prise de conscience, et dans beaucoup, beaucoup d'hôpitaux, ils le font vraiment. Alors, ça nécessite des moyens, c'est toujours pareil. Et de temps en temps, ce qui manque dans les hôpitaux pour ça, devine quelle est la profession qui manque dans les hôpitaux pour ça? Kiné. Comme par hasard. Comme par hasard. Et toi, tu sais pourquoi?
Faut payer les mecs quand vous voulez un truc, faut payer quoi, c'est tout. Ouais. Hein, Après, c'est le premier épisode du coup que j'ai sorti de ce podcast, c'était avec Antoine, donc je t'expliquais tout à l'heure, il était libéral, il est passé en salariat, et il me raconte que oui, en effet, au niveau du salaire, il a perdu, au niveau qualité de vie après, parce que du coup, tu as des horaires quand même, ou en libéral, tu vas devoir faire du 8h, 20h, si tu veux vraiment gagner ta croûte. C'est fatigant, tu peux pas dire non aux patients parce que si tu as de l'empathie, du coup tu accumules des patients comme tu accumulerais du travail. Alors qu'en salariat, c'est ton 9h, 17h et c'est fini. Après tu as tes congés payés, t'as pas de stress pendant les vacances de savoir si ton agenda va être rempli après. Mais là on dit vague. Ouais, fallait sortir. Mais on divague pas tant que ça parce que... Non, ce que je veux dire, on divague parce qu'on parle des kinés alors qu'on parlait surtout du... Est-ce qu'on t'avait justement conseillé de faire vraiment de la réhabilitation ? On va revenir sur ce sujet-là. Oui, si tu veux, on me l'a dit, mais c'est pas parce qu'on te le dit que derrière, tu as un plan de route, si tu veux. Ouais, on te donne une idée, mais on te donne pas comment y atteindre. Non. Attends, je suis venu initialement plus avec une prescription médicale. Donc tu vois, il y a déjà un progrès, c'est que tu vas pas complètement à l'aveugle. En plus, moi j'habite à côté, donc ça a été prescrit initialement. Ce qui, je pense, est déjà pas mal, mais sans doute pas suffisant parce que toi, tu sais quoi faire, mais peut-être qu'il y a des kinés qui ne sauraient pas forcément... Est-ce que vous faites tous la réathlétisation, du reconditionnement Du reconditionnement, en soi, on le fait parce que je vais pas te comparer non plus à une personne âgée, mais une personne âgée, typiquement, quand elle tombe, c'est de la recondition physique. On doit lui permettre de pouvoir aller aux toilettes toute seule, de pouvoir monter des escaliers. Et ça, je l'ai fait beaucoup en SSR, par exemple. Ah oui. Donc tu reçois les personnes âgées qui viennent de tomber ou qui a eu une pathologie soit néphrotique, soit neurologique. Et en fait, tu essaies de la réhabiliter. Donc c'est vraiment de la réhabilitation pour elle. On va pas appeler ça de réathlétisation parce que réathlétisation vient avec le mot athlétisme. Enfin, athlétisme, n'importe quoi, moi. Athlète. Donc tu vas ramener le joueur ou l'athlète dans son sport. C'est pour ça qu'on appelle ça une réathlétisation. Okay. Dans ton cas, ce serait plus réhabilitation ou une recondition physique. Mais oui, typiquement, tous les kinés devraient être capables. Je dis bien devraient parce que certains qui je pense, ils sont spécialisés en pédiatrie, qui sont allés plutôt sur du vestibulaire. Donc, peut-être qu'ils auront juste la base de quoi faire, parce que la base de notre métier, c'est l'exercice, c'est le mouvement. Mais ce que moi, je te fais faire, ce que j'ai appris via des protocoles, via les exercices que j'ai pu voir et les exercices que je fais à la salle, par exemple, tu vois. Donc, en soi, un kiné dans un hôpital, il aurait pu clairement le faire. Après... Là, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il y a une relation, il y a un suivi, tu vois. Parce qu'à l'hôpital, j'aurais pas forcément tout le temps la même personne. Ouais, ça, c'est pas faux aussi. Tu vois, il y a ça. Là, c'est pas non plus pour critiquer le travail qui est fait à l'hôpital, parce que c'est un travail remarquable qui est fait dans des conditions difficiles, je peux te dire. Ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on manque de kinés dans les hôpitaux. Mais pour moi, en tout cas... Pardon, je postillonne, là. T'inquiète. Venir avec toi et... Ici au cabinet, le suivi, la relation, ça a été très 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 important. C'est au moins aussi, ça a une grosse importance que je mets presque au même niveau que le fait d'avoir les exercices et tout. Ouais. Tu vois, merci. On parlait tout à l'heure de... T'as plusieurs manières de voir les choses quand t'es un peu au fond du trou, quoi. T'as une manière où tu dis je vais jamais y arriver, et puis ça fait une espèce de cercle vicieux. Puis t'as la manière, faut réagir. On réagit, mais réagir tout seul, c'est dur, c'est presque impossible. Moi, j'ai une famille qui a été extrêmement présente et que je remercierai jamais assez, parce que ça n'a pas été facile pour eux non plus, même si au fond, ma fille, elle a pas tellement vu le truc, tant mieux d'ailleurs. La pauvre, déjà c'est pas facile, mais ils ont été là, et puis t'es là, tu vois, t'as été là, et puis on continue, c'est bien, c'est important, c'est très important. Je reviens sur le côté inspirant. Moi, la première fois que tu m'as dit ça, c'est énorme,
Parce que moi, déjà, arriver à m'inspirer moi-même, si tu veux, c'est difficile. Alors, me dire que ça peut inspirer d'autres personnes, c'est inimaginable. C'est pas fait pour ça, à la base. Mais tu vois, c'est... Puis, je me rappelle très bien du moment où je te l'ai dit. On avait fait, du coup, toute la réhabilitation. L'ordonnance s'était arrêtée et tu m'avais demandé si je pouvais te suivre en tant que coach sportif. Ouais. Et on avait fait, je crois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai voulu faire un petit check-up avec toi, en fait, voir où on en était et tout. Oui. Et quand on avait comparé vraiment ce qu'on avait vu, on avait pris en compte dans le bilan initial par rapport à 6 mois après, il n'y avait pas photo. Tu avais fait une progression énorme, des efforts énormes. Et moi, ce qui m'inspirait beaucoup, c'était vraiment ta résilience. Le fait que tu t'es dit, il faut que je sois fort. Ah, il faut. Ouais. Parce que je sais que il va y avoir peut-être une rechute. Alors, ça peut être dans 6 mois, comme dans 3 ans, comme dans 10 ans. Exactement. Mais il faut que je sois fort, il faut que je sois prêt. Et je trouvais que ton discours, à chaque fois que je te posais la question de comment ça va ce mois-ci et tout, tu me disais, c'est dur, mais je tiens un bon bout parce que je vois les efforts que je suis en train de faire aujourd'hui. En fait, les résultats, ils viennent après. Je travaille sur le long terme. Et c'est ça que je disais, et j'en parlais même avec Claire, que c'était hyper inspirant. Je trouve que cette résilience que tu as eue, tout le monde devrait l'avoir. Alors, c'est pas facile, comme tu l'as dit. Il faut être bien entouré, il faut avoir un mental en acier. Parce que tu sais que quand ton état de santé il se dégrade et que tu as l'impression, pardon du terme, mais d'être une merde parce que ton corps il te lâche, c'est hyper dur de remonter la pente. Mais ça, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que mentalement, tu es fort, moi je trouve, parce que tu es bien entouré, tu es venu me chercher et tu m'as demandé de l'aide. Et moi, quand on me demande de l'aide, mon niveau empathie d'atteindre des sommets. Et moi, j'ai dit, c'est ce genre de passion que j'ai envie d'avoir et de voir évoluer. Et je vais un peu parler par rapport à la kiné. C'est là où je trouve dommage pour des patients qui n'ont pas des pathologies graves comme tu as pu l'avoir. Mais pour une entorse de cheville, par exemple, ils vont très vite lâcher à partir du moment où ils auront plus mal et ils auront la possibilité de courir. Ah ouais. Sauf que on n'a pas fini le protocole. Il reste encore un peu de trucs et ok, ça coûte des sous de payer le kiné, tout ça. Mais si tu veux vraiment guérir à 100%, donne-toi les moyens et va jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est là où la réathlétisation rentre en jeu. La réathlétisation te permet de ne pas rechuter. Tu as, on va dire, il y a un mur. Tu as comblé le trou. Mais maintenant, il va falloir mettre la peinture pour embellir le truc ou mettre du mastic pour bien finir ton travail. Le problème est le même en médecine où tu as des gens finalement, tu leur donnes un traitement, ils n'ont plus de symptômes, ils arrêtent le traitement alors qu'il faut le continuer un certain temps pour bénéficier de l'effet. C'est la même chose. Voilà. Et là je comprends tout à fait. Imagine, je me serais arrêté en cours de route, finalement le travail il était fait même pas à moitié et j'aurais eu une rechute. Tu vois, tu repars en arrière et finalement tu fais 3 pas en avant et 2 pas en arrière et c'est naze. Là, tu vois, juste pour parler chiffres, j'étais à 48 kilos, t'imagines. Déjà, j'étais pas gros. Je fais 62 kilos. Je tiens le truc. J'ai une endurance qui est sans commune mesure avec ce que j'avais quand tu m'as trouvé. Enfin, on en reparlera de cette progression. Mais c'est pour ça que j'insiste pour dire que ça fonctionne. Faut se donner les moyens. Alors les moyens financiers, on peut se les faire prescrire, les séances de kiné. Bien sûr. Mais c'est pas forcément du coaching comme on fait depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je te suis. Ouais. Pas forcément à ce point-là. Moi, je le fais parce que j'ai envie de. Je peux me le permettre. Mais il y a toujours un moyen de moyenner, comme on dit. Et Mais je trouve ça fou que aujourd'hui, les gens, ils ont plus de facilité à s'acheter un iPhone à 1 200 € qu'à mettre une centaine, voire 200 € par mois pour vraiment prendre soit un coach sportif, soit un kiné qui puisse les accompagner et que, en fait, c'est leur santé, quoi. Et la santé, elle n'a pas de prix. Mais attends, sans même parler de l'iPhone et tout, regarde le prix du paquet de clopes. Par exemple. Voilà. Juste ça. Sur le long terme, les sommes que ça représente. Mais astronomique. Astronomique. Les gens qui fument deux paquets par semaine, c'est une séance de kiné. Et encore, peut-être un paquet de clopes. Alors, je parle de séance de kiné remboursée par la sécurité sociale. En prix de la sécurité sociale. Pas en coaching. Moi, par exemple, pour donner un petit peu un comparatif, je suis motard. Ouais. Et je sais que tous les jours, je joue ma vie sur la moto. Dans le sens où
Il peut y avoir un kéké qui déboule et qui me rentre dedans et ma vie, elle est finie. Je me suis payé un gilet airbag, il a coûté des sous, et ma vie, elle n'a pas de prix. Demain, j'ai un accident, si le airbag me sauve la vie, est-ce que c'est 600 € jetés à la poubelle? Non. Ils vont être vite rentabilisés, ouais. Ah ouais. Et là, hormis la constante de temps qui est un peu différente, c'est le même raisonnement pour n'importe quoi. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que je pense que je t'ai jamais dit. Merci, Diogo. Je crois pas. Je crois qu'on dit jamais assez merci. C'est vrai. Donc j'en profite là. Vous êtes témoins de tout ça. Merci. Avec plaisir. Vous n'en serez pas là sinon, tu vois. Et ça me fait toujours plaisir de te voir au cabinet, d'avoir tes retours hebdomadaires, que tu me dises que c'est dur, mais que tu t'accroches et que tu sais que ça te fait du bien, quoi. Et spoiler alert, les gars, j'aime pas ça tout le temps. Hein. Faut pas croire. Hein. Ah ouais, des fois il remonte. Je le vois. Oh, le Turkish Gallop là. Ah oui. Ah ouais, je m'y attendais pas. Hein. C'est les fans de Bulgare. Les fans de Bulgare. Et les Verpies. Je suis là, je m'y suis bien habitué et ça passe, tu vois. Quand tu me le mets, je suis là, je dis ok, on va y aller. Mais même, on en reparlera finalement, la progression et tout. Je courais pas, je cours. Ouais. J'aime pas forcément ça. Hein. Je vais pas mentir non plus, je vais pas être le mec. J'ai les endorphines de la course. Qu'est-ce que c'est que ce Mais garde-leur un peu de surprise. Ok. On va passer au jeu. Allez. Je vais t'exploser sur le jeu auquel je vais t'affronter. Moi, je suis pas un gamer, donc forcément. T'inquiète. Je t'ai amené sur un jeu où tu es capable de gagner. Normalement. On va voir. On va voir. Allez. Complètement oublié de mettre l'enregistrement pour la mais c'est pas grave. On voit pas que je gagne pour le moment. Si, on voit bien le score à l'écran. Donc actuellement, tu as 68 avec un autre spare et moi j'ai 53. C'est pas si. Ouais, mais quand même. Donc ouais, tu vois, la sensation était, tu l'as dit tout à l'heure, hein, vraiment, je me sentais comme une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais en chier. Ok, superbe. Donc je me sentais pas comme ça, quoi. Ouais. Non, je faisais pas le malin, hein, pas du tout. Parce que, en plus, moi, je savais pas ce qui était vraiment l'activité physique un peu normale d'une personne. Parce que j'avais 48 ans, donc. 48 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Je dis, j'avais pas fait de sport depuis très longtemps. Plus qu'une. Donc, c'est ça, c'est l'expérience des pompes là, ça m'a marqué. Bien. Et qu'aujourd'hui, tu fais plus de 2 pompes, t'en enchaînes au moins une bonne quinzaine, non? Jamais essayé, mais dans les bons jours, en faisant que ça, je pense que je peux en faire 30. Ok. Vraiment. D'une fois? Ouais, sans exagérer. Sans arrêt. Et sinon, dans les Tabata et tout, quand je suis chaud, je peux aller jusqu'à 18-20. Et puis maintenant, je leste. Ouais. Aussi. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est vrai. Ouais. Ça, je pense que ça m'a fait vachement progresser. Hein. Le lest, mettre le poids à un moment quand tu peux, parce que, regarde, tu as tout fait pour que je me blesse pas. Donc, je me blesse pas, je continue à me renforcer en toute sécurité. Me renforçant en toute sécurité, tu augmentes le challenge petit à petit. Et mettre de la charge, à un moment donné, c'est bon pour les muscles, quoi. Ouais, totalement. Je pense que celui-là, c'est pas un strike. Non. Ah oui, puis j'ai relâché. Okay. J'aurais dû me réorienter, c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon. C'est pas grave. Il ne jure que par les spares et les strikes. Ça ne fait rien d'autre. Comme tu l'as dit, au tout début, c'était quand même une condition physique qui était, je dirais pas mauvaise, mais dégradée. Dégradée avec ce qui s'est passé. On avait commencé avec des petits exercices vraiment tout simples, oui. sans forcément aller chercher vraiment des gros exercices avec beaucoup de charge, etc. Un peu de cardio, mais très léger. C'est ça. Et après, on a aussi ce que je trouve génial dans la formule qu'on fait actuellement, c'est qu'à toutes les semaines, on se fait un petit check-up de comment ça s'est passé et tout. Et il y a des fois où tu me disais, là, j'ai la cheville qui est un peu chauffée, je suis chaud de vraiment travailler les chevilles, ou je suis chaud de travailler mes épaules. Et en fait, on arrivait à faire des séances hebdomadaires
où on allait viser justement soit les poignets, soit les épaules, soit le dos, soit les jambes. Oui. Et je trouvais ça génial. Je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi à chaque fois que je fais ton programme, je suis tout excité en mode qu'est-ce que je vais lui donner à faire aujourd'hui. J'ai pas encore regardé d'ailleurs. T'inquiète pas, ça arrive. Ok. Non, tu vas le regarder en rentrant. Moi je suis content aussi parce que en plus comme je le fais et c'est à moi ? Non, c'est à moi. C'est à toi. Comme je le fais, puis j'essaie quand même d'aménager. C'est un strike. Non, quand même pas. Le no look strike. Je t'ai coupé. Ouais, je dis si. Ouf, tu sais. T'as commencé à y aller. Ouais. Je suis contente, je vois le programme, je dis alors ça, je vais pouvoir le faire à tel moment et tout, parce que comme je fais souvent en fin de journée, après le boulot, puis je passe plus de temps avec Louise, donc je fais souvent le sport un peu après tout ça. Je suis content d'avoir les exercices, de me dire il y a des trucs que j'aime bien faire, des trucs, et je suis content de faire les trucs que j'aime pas faire et d'y arriver. J'aime pas les faire, mais j'y arrive, et ça c'est une grosse satisfaction. Et ça dans le programme, c'est vraiment sympa de le voir quand je le reçois, tu vois. Un strike. Non. Et non. D'accord, pas cette fois. Donc oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, tu vois, c'est par rapport à l'idée que je me faisais, que je pouvais me faire peut-être du fitness ou des trucs comme ça, c'est qu'on a vraiment privilégié le fonctionnel et le polyarticulaire, parce que dans la vie, au fond, moi, j'ai pas besoin d'avoir des biceps, du moins. On les travaille par d'autres exercices. Par contre, j'ai besoin de mes épaules, de mon dos. Exactement. Alors j'ai besoin aussi du doigt pour jouer, parce que visiblement, il faut que je le renforce. Ok, d'accord. Je peux pas faire deux trucs à la fois. Ah mince. Je suis un mec. Oh. Il est en train de me fumer. Donc, c'est toujours très adapté à un besoin et à une envie qui ne sont pas de faire du bodybuilding, de faire des trucs qui vont me servir tout le temps, toujours, et que je pourrais faire peut-être à 75 ans aussi. Tu vois. C'est vrai. Courir, on en reparlera ça de la course, parce que ça a été une épreuve aussi. Je me rappelle, ouais. La souffrance, mon gars. Quand je t'ai dit, ça te dirait d'aller courir un petit peu pour travailler ton cardio ? T'es sûr ? T'es sûr de toi ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je me rappelle plus ce que je t'avais donné pour la première séance de course. Sûrement du 500 mètres de marche, 500 mètres de course. Un truc comme ça, oui. C'est un peu un protocole qu'on utilise après une entorse de cheville ou même une tendinopathie d'Achille ou quoi. Une reprise de course normale qui est. Alors je ne le connais pas exactement, c'est la clinique du coureur qui a mis ça en place comme protocole. Et je me rappelle, 500 mètres de marche, 500 mètres de course, et tu m'as dit, c'est dur, je ne sais pas si je vais réussir à courir 1 kilomètre. Et si on doit comparer à ce moment-là ce que tu as dit avec aujourd'hui, donc hier tu as couru 5 km. 6 km. Oui, tu m'as mis 6. Alors les 6, rigolez pas vous là-bas avec vos Strava, machin, là je vous vois. Mais pour moi, c'était un exploit. Donc 6 km en 35 minutes 20. L'objectif était à 35, tu m'avais mis. Mais surtout, le truc où tu es le plus fier. Où je suis le plus fier. Je courais après depuis des mois. Passer sous la demi-heure pour faire 5 km. Et là, 28 minutes 48. Mais c'est génial. Je suis très content. C'est génial. Très, très content. Bah ouais. Et même si c'est pas ce que je veux faire, je veux pas passer ma vie à courir, à aller chercher des records personnels tout le temps, je me dis que je peux faire mieux que ça à un moment. Et surtout que tu as compris que le sport te permettait de te sentir mieux. À fond. Que tu le fais aussi pour une raison. Tu me le dis toujours, moi s'il y a une rechute, je veux être prêt physiquement à résister à cette tempête qui va se passer. Oui, et à récupérer plus vite. C'est toi ou c'est moi là ? C'est à moi. C'est toi, ouais. Parce que du coup, je perds le fil. Je prends ma boule. Oh, il est beau. Oh, on le voyait venir avant même que tu lâches la boule. Pas mal. Donc oui, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est tu te concentres sur le résultat. Faut être patient. Et je dois t'avouer que moi, je ne suis pas quelqu'un de très patient, mais là, je n'avais pas trop le choix. Donc de toute façon, tu sais que ça va arriver à un moment donné. Tu es patient, tu suis les instructions, tu n'essaies pas d'inventer. Exactement. Tu fais confiance et ça finit par marcher. Comme on dit, trust the process. Exactement. Et la vérité, c'est que ça marche. Donc moi, courir, j'aime
Trust the process. J'aime toujours pas vraiment Il est en ça. train de me fumer. C'est la première fois là, que Que je fais ça en podcast? que tu perds en podcast, non? C'est la première fois que je perds en podcast. crois, ouais. Il me semble. Bah, alors, c'est pas fini. Hein. 102 à 147, je suis un peu dans la merde. Hein. En tout cas, c'est tout ça. Hein. Quand on se lance dans ce genre d'histoire, oh là là, ça y va. Ouais, bravo. Tu vois, c'est pas fini. Doublé. Il y a plein de trucs qui te font aussi changer dans ta tête. Ouais. Bah, c'est bien que tu viennes à ça parce que moi j'ai trouvé qu'il y a eu une évolution aussi au niveau de ton mental où tu as vu les efforts que tu fais et que ça réussit et que tu devenais de plus en plus fort physiquement comme mentalement. Ça, Oui. je l'ai vu. Ouais, et ça s'est encore accentué avec la course, tu vois. C'est vraiment ce truc de faire une action que tu n'aimes pas mais dont tu sais qu'elle va être bénéficiaire. Ah oui. C'est une vraie discipline. Alors moi, je suis pas... Tu vois David Goggins? Oh putain, ça c'est la pire situation de la Terre. Je sais pas comment je vais faire. Coupe la boule en deux. Bon, écoute, on va la Le jouer. pire, c'est qu'il t'en touche même pas une. Oui, ouais, c'est peut-être parti pour. Hein. Tu vois, où le mec, il va jusqu'à se faire mal, à faire des ultra trails, il a les pieds en sang, machin, le truc, quasiment, il donne son meilleur quand il a mal. Moi, j'en suis pas là, hein, faut pas non plus. Oui, non. Bah, c'est un peu aussi comme les médicaments, il faut un équilibre quand même. Il ne faut pas non plus aller forcer sur le corps. Alors Non. il faut que ça reste quand même pour eux, c'est le travail, mais il faut que ça reste quand même une passion aussi. Et que ça soit la notion de plaisir, elle est très relative, mais que tu trouves du plaisir au résultat, tu vois. Je t'annonce, je peux te battre si je fais 3 strikes, sinon j'ai perdu. Bah vas-y, t'es cap. Hein. Mais un spare. Trust the process. Pas passé loin. Hein. Là, il me faut un strike. Vas-y. Oh Là, la Combien remontada. Attends, faut voir combien j'ai. 181. Faut que tu rates tout. Je vais essayer de pas tout rater quand même. Là, tu t'en fais tomber juste 7, t'as gagné. Non, on va essayer de finir en beauté quand même, non? Ah bah, 7. ok, 7. T'as gagné. Ça te fait 182. Attends. Juste, on va essayer quand même de faire tomber les 3 là. Et encore, je suis vraiment bien placé. Je suis pas sûr. Non, bah voilà, j'étais pas bien placé. Putain. Je perds à quelques points quand même. T'as fait toute la partie en strike espère. Et à la fin, tu gagnes que de 3 points. Ouais, non, ça t'a bien remonté. Hein. Bravo. Je garde quand même en tête, par rapport à toute la prise en charge qu'on a pu en faire ensemble et qu'on continue de faire ensemble, c'est vraiment ton travail acharné, ta résilience aussi. Franchement, ça, comme je te l'ai dit au tout début, hein, c'est hyper inspirant et ça doit en inspirer plus d'un. C'est pour ça en fait que je voulais te faire intervenir auprès de ce podcast. C'est pour que ça ouvre en fait ce genre d'informations aux autres patients qui pourraient se dire c'est trop dur pour moi, je peux pas, j'ai mal au dos. Il y a j'ai qu'une poignée de patients qui sont inspirants comme ça et qui vraiment ils savent qu'ils viennent payer pour leur santé, même au-delà du truc financier. Juste de l'envie en fait. C'est jamais, c'est pas tous les jours facile. Tu peux avoir des jours où tu as envie d'aller courir, où tu as envie de faire ton sport, mais il y a des jours où il pleut, il fait moche, t'as pas envie, t'as mal dormi, t'as pas envie. Oui. Alors il y a des moments où c'est bien de se faire la pause, et je te l'ai déjà dit, hein, dès que tu sens que physiquement, moralement, tu as besoin d'une pause, repos. Oui. Le repos, il est hyper important. Et derrière, on part vachement plus fort, hein, c'est réellement. Ça, exactement. Tiens, on va se tester un petit golf. Ouais. Voilà. Et en fait, le sport, c'est toi qui m'as donné l'idée, on déconnait comme ça, et tu disais... Vas-y, appuie sur plus. Ça va quitter le tutoriel, t'as compris. Ok. Non, plus. Plus, ouais. Et tu fais en bas, quitter le tutoriel, voilà. Vas-y, redis. Genre,
tu es prêt pour faire un marathon, je sais plus quoi, ou non, un Irox Marathon, non. Un Ironman, j'ai dit, je crois. Ouais, ça va. Un truc comme ça. Marathon, non. Juste parce que j'aime pas assez courir et c'est très très long, c'est une préparation spécifique et tout. Je dis pas que l'Aerox, ce serait pas une préparation spécifique, mais un sport un peu combiné comme ça, mais pas forcément dans une pratique continue, mais au moins pour se challenger. Ouais. Mais après, une pratique, je sais pas. Il y a des trucs que je trouve intéressants, genre l'entraînement de boxe, c'est intéressant. Ouais. Parce que ça travaille le cardio. C'est vrai qu'on a fait du sparring, Ouais, et ça c'est sympa, mais juste l'entraînement, parce que le combat en plus, je peux pas. Ouais, le sparring, c'est vraiment ce que tu avais bien aimé pour le coup, ouais, c'est vrai. Donc il y a ça, et sinon, je sais pas, j'aime bien le côté renfo pour le résultat, la pratique sportive, je sais pas. Et puis j'ai 50 ans, hein, alors bon, je sais pas trop. Ouais, mais 50 ans, c'est pas vieux pour le coup. Non, c'est pas vieux, mais tu sais, tu peux pas aller faire un match de handball par exemple, mais tu peux très bien faire de la course à pied, faire du vélo, de la boxe. Il y a quand même pas mal de sports que tu peux faire, mine de rien. Il y en a pas mal. J'ai pas vraiment réfléchi à la question, à part ce truc un peu défi de faire cette épreuve combinée là, de Aerox. Alors, est-ce que tu vas réussir à te sortir de ce pétrin? Tu vas te taper plus fort. Quand il faut taper fort, je tape pas fort. C'est ultra ingrat ce truc. Ah, c'est toi. Ouais. Ah, bah t'es revenu dedans. Ouais. Par contre, non, si. Quand même. Ok. Tu vois, j'ai pas. C'est toi ou c'est moi? Ouais, c'est toi. Le côté social du sport, pas forcément un truc qui me fait tellement kiffer, tu vois. Ouais, je vois. Parfait. Bah dis donc. Plus 4. Ah, toi, t'étais juste à côté. Donc. Et voilà. Bravo. Bon, je t'aurais battu au golf. C'est pas bien parti. Hein. Et c'est là que va naître notre dernière partie. Dans un jeu de réalité virtuelle, tu es comme dans John Wick, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te tirer dessus. Il faut éviter les balles, donc il ne faut pas que ça te touche la tête, sinon tu perds une vie. Ok. Je vais te poser 15 questions, il faut y répondre tac au tac, d'accord? Ok. Est-ce que tu penses que la VR peut remplacer une anesthésie? Pas pour tout. Il y a des interventions faites sous hypnose complète, mais c'est quand même pas la norme. Attention, on répond tac au tac, on réfléchit pas. Attention, on recharge. Ok, retry. Non, ça peut pas remplacer, non. Ça peut compléter. Quel est le plus dur à doser pour l'anesthésie? Plutôt le grand gaillard qui fait 130 kg au rugbyman ou la petite fille de 40 kg? Ni l'un ni l'autre en fait. C'est plutôt dans les extrêmes, tu vois, les patients âgés. T'as pas envie d'en faire trop ni trop peu. Mm-hmm. Ce qui est chiant aussi, c'est les situations d'urgence. Ok. T'as déjà eu des cas difficiles en anesthésie? Ouais. Ça, quand tu signes pour ça, forcément, tu as des cas difficiles. Non, qu'est-ce que je fais? Je n'avais pas vu venir celui-là. Des cas difficiles? Ouais, j'en ai un qui me vient en tête, qui s'est bien fini en plus. Une dame qu'on reprend, quand je dis on reprend, on refait une chirurgie, parce qu'il y a une complication de sa première chirurgie. Okay. Ça arrive. Elle saigne, non. Elle saigne ou elle a une péritonite, je ne sais plus. Bref, il faut la reprendre. C'était un de ces soirs de garde où tu enchaînes les complications, où elle avait une péritonite. Merci. Et il devait être genre minuit, 1h du matin, et c'était la deuxième ou troisième intervention d'une nuit blanche, tu vois. Okay. Et je vois la dame. Le premier truc qu'elle me dit, elle était vraiment sympa.
Elle me dit, vous avez une sale gueule, vous. J'étais fatigué et tout. Et je lui fais, mais vous aussi. Et elle a rigolé. On a super sympathisé. Et on l'a tirée d'affaire. Ok. Et elle va, du moins, après elle voulait plus que moi comme anesthésiste, si tu veux. C'était marrant. Merde. Et ça reste à mon souvenir parce que tu vois, c'est ce genre de situation comme une autre où on a repris un patient qui avait saigné beaucoup, qu'on a récupéré par les cheveux littéralement, dont on a reçu une carte postale d'Italie quelques mois après, vivant, en bonne santé, et ça fait plaisir. Bon, maintenant, il va répondre tac au tac sans trop développer. Je vais essayer. Aïe, t'as pris une balle. Ah, une bonne. Dis-moi Turkish get up. Oh là, j'arrive même pas à le dire. Turkish get up, 6 fois de suite. Turkish get up, 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 Turkish get up. Ça fait, c'est bon, C'est bon. Est-ce que c'est vrai que les anesthésistes, ils se shootent eux-mêmes? Malheureusement, ça peut arriver. C'est comme dans tout, hein. Non mais imagine. On développe pas. Mais oui, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a, malheureusement, ça arrive. Ah putain, je me baisse pour rien, quoi. Bah oui, il faut te baisser, mais il te tire dans la tête quand même. Avant une anesthésie générale, quel délai minimal doit-on respecter après un effort physique intense? Attends, tu peux répéter la question? Répéter la question. Stéphanie, Avant une anesthésie générale, quel délai minimal doit-on respecter après un effort physique intense? Avant une anesthésie... rien. Quel est le principal risque anesthésique chez un patient déshydraté après un entraînement prolongé? L'hypotension artérielle. Bien joué. Chez un patient cardiaque en rééducation sportive, quel signe impose l'arrêt immédiat de l'exercice avant anesthésie programmée? Essoufflement, douleur thoracique, palpitations. Ouais, j'ai douleur thoracique ou dyspnée anormale. Dyspnée, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Essoufflement ou dyspnée? Si on doit parler technique, t'as raison, dyspnée. Pourquoi est-il important de bien s'hydrater après le sport si on doit être opéré bientôt? Eh ben, arriver avec suffisamment de... je vais y arriver. Suffisamment de volume sanguin pour pas avoir sa tension qui baisse et pas altérer ses reins. Si on est malade, fièvre ou tout, le jour d'une opération, faut-il quand même venir? Non. Pourquoi? Ah putain, mais prends ça, toi. Attends, pourquoi? Si tu as une fièvre ou une toux, il faut faire le diagnostic de pourquoi tu as la fièvre, et la toux, ça peut engendrer potentiellement des difficultés respiratoires pendant l'anesthésie. Par exemple, les enfants, typiquement. Ok. Et pourquoi les anesthésistes demandent de ne pas manger avant une opération? Et bien, pour éviter les problèmes d'estomac plein, donc la régurgitation du contenu de l'estomac, et dans les poumons, des choses comme ça, on appelle ça l'inhalation. Ok. Allez, je te laisse finir. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé là? C'était terrible. Excellent. Hein. On y est vraiment. Hein. Ah bah oui, je t'ai vu, t'allais bouger un peu dans tous les sens. Bah ouais, je suis bon public, mais en même temps, t'es immergé. Alors qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'éviter les trucs qui t'arrivent dessus, donc tu bouges. C'est vrai. Donc je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de parler aussi de Tapato, pour en parler un petit peu au grand public et que les gens sachent un petit peu qu'est-ce que c'est aussi. Merci de ta confiance aussi. M'avoir fait confiance pour ton coaching et aussi du coup d'être venu sur ce plateau, on va dire. C'était une super expérience. Merci à toi. C'est un honneur et j'espère que ça va continuer à grandir et que tu pourras faire, j'en sais rien moi, dans 2 ans un autre podcast. T'en es où? Ils en sont où? Tu vois, tu réinvites les invités et tu dis ils en sont où finalement après avoir été les premiers d'une longue série. Donc merci à toi. C'est gentil. Et on continue comme ça. Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Donc, vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, YouTube, Deezer. Sur Instagram, vous retrouverez aussi les highlights. Donc, n'hésitez pas. T'as pas de page Instagram, donc je peux pas trop faire de la pub pour toi. Mais en tout cas, merci d'avoir amené un petit peu ton expérience aussi, ton travail, etc. C'était hyper intéressant et je trouve que, j'espère que vous êtes régalés quand même sur cet épisode. Quoi. Avec plaisir. Donc, moi, je me suis régalé. Tu t'es régalé? Bon, nickel.
pour la bouffe, comme le bowling, c'est ça? Tu m'as détruit. Tout. Ah, bah, c'est la seule fois où je te battrai un sport. Hein. On sait pas. Ah. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. On continue comme ça. Ouais. On fait la petite photo de fin. Tac. Hop là, le petit doigt ici. Ouais.